Les monuments sur le divan, podcast du Centre des monuments nationaux. 3e épisode, plongée dans la personnalité du palais Jacques Coeur. Les agents racontent. C'est un vaste écrin au cœur de Bourges. Jacques Coeur et son épouse, Massé de Léo de Part, nous regardent depuis leur immobilité de pierre, pénétrés dans leur grande maison. C'est comme ça qu'on appelait la demeure de Jacques Coeur au XVe siècle. Car le nom de palais lui est attribué lorsqu'il deviendra palais de justice en 1820. Nous entrons donc dans la cour d'honneur. En tout, ce sont 8 escaliers qui desservent 43 salles et plus de 4000 mètres carrés à l'époque. Tout au fond, au premier étage, se trouve le logis. C'est là qu'aurait dû vivre Jacques Coeur. Aurait dû, oui, car le célèbre argentier du roi Charles VII n'a pas eu le temps d'habiter sa maison. Il se fait arrêter avant la fin des travaux en 1451 sur ordre du roi. Aujourd'hui, ce sont les agents du palais Jacques Coeur, Nadine, Franck, Thomas et Caroline, qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la psychologie de ce monument grandiose. Si le palais Jacques Coeur était un homme. À mon avis, le monument n'est ni un homme ni une femme, et peut-être un homme et une femme à la fois. Aussi bien une femme au masculin qu'un homme au féminin. En fait, hermaphrodite, comme les escargots qui ornent son décor. Et de masculin, à l'arrière du monument, vous avez une façade ouest qui évoque les constructions féodales défensives, massives. C'est appuyé sur le rempart gallo-romain, c'est une forte muraille. Très massif, très rentre-dedans. C'est pas dans la notion de féminité qu'on peut... Enfin, du moins que moi j'en ai. Et la force du guerrier, pour moi, c'est matérialisé avec le donjon qui se trouve au centre. Et voilà, nous voilà dans la cour intérieure. Des personnages sculptés dans la pierre. C'est un décor riche. La partie féminine, pour moi, c'est vraiment dans les détails architecturaux. Vous avez dû voir qu'il y avait des hautes structures gothiques flamboyantes avec des sculptures en dentelle de pierre. Et puis après, vous êtes rentré dans la cour. Elle est entourée d'arcades en anse de panier. Ça évoque la finesse, ça évoque la grâce. C'est la Renaissance. Donc là, vous voyez, c'est l'évocation de la femme. C'est-à-dire que c'est le premier bâtiment qui va recevoir les premières traces de Renaissance. Un petit escalier en collier maçon. Ça serait vraiment le chaînon manquant entre le château fort et l'hôtel particulier. Savoir que l'évolution de style se fait ici, dans ce lieu-là, d'abandonner quelque chose de massif pour quelque chose de beaucoup plus féminin, plus élancé. Je sais pas, je trouve que c'est attachant. L'âge il n'a pas d'âge. Un jeune homme dans sa maturité, j'allais dire. Un vieux jeune homme quand même. Bientôt 580 ans et toutes ses dents. Puisqu'il a été bâti entre 1443 et 1451. Moi je l'appelle souvent le vieux monsieur. C'est qu'en fait, moi j'ai habité devant le palais depuis l'âge de 2 ans. Je jouais dans le palais. Alors je dis pas ça parce que j'y suis, mais la cinquantaine lui irait bien. Éternel, voilà. Alors, la nationalité, donc si... Pourquoi pas italienne ? Non, justement, je ne le vois que français, en fait. Donc française, parce que c'est une maison qu'il a bâtie en prenant pour modèle les châteaux de Charles VII, mais aussi donc l'Italie du Nord, les palais de Gênes. Et puis, il y a aussi des évocations du Moyen-Orient. Vous avez une carte dans le palais, une peinture qui nous relate en fait tous les voyages vers le Moyen-Orient en passant par la Méditerranée. L'Italie, la France, le Moyen-Orient. Moi, je trouve que le palais, il est international. On va continuer de monter ? Ouais. Je dirais que le caractère du palais serait assez complexe. Quelqu'un de très intelligent. Parce que toutes les salles, finalement, sont liées entre elles. On voit qu'il y a eu un plan d'ensemble. Vous avez 3 tours pour accéder à différentes pièces du monument, mais chaque tour, sur les tympans des portes, vous indique dans quelle partie vous entrez, justement. Par exemple, pour les cuisines, un tympan où il y a une femme qui essuie de la vaisselle au bord d'un feu et d'autres qui préparent à manger. On a toujours une idée du lieu où on rentre, quoi, en fait.
Et tout est réfléchi en fait dans le monument. Et là, on revient là où on était, c'est ça? Tout à fait, on va aller dans la salle des festins. Vous avez la salle des festins, la grande salle d'apparat. Et souvent, à cette époque-là, on va mettre les cuisines soit au sous-sol ou soit à l'autre bout de la cour du château. Résultat, les plats, quand ils arrivent, ils sont froids, c'est mal coordonné. Là, ici, on fait toute la partie cuisine à côté. Et il y a un système de passe-plat pour les envoyer directement dans l'office pour justement le servir. Donc, il y a toute une logique, en fait, comme ça. Qui permettait presque de coordonner un ensemble. Donc un caractère de meneur, j'allais dire, mais en même temps un caractère assez subtil et assez fin qui permet de pouvoir trouver des appartements où on peut se retrouver sans être gêné justement par les domestiques qui rentrent. Donc là, on va passer dans l'aile qu'on appelle l'aile des appartements. Oui, donc il y a un petit couloir au fond de la chambre, de la pièce, qui permet aux uns et aux autres de passer d'une chambre à l'autre sans que le reste de la maisonnée le sache. J'étais plus jeune, on va dire, j'avais une vingtaine d'années, j'avais fait un TUC ici. C'était les premiers emplois aidés. On avait été embauchés, on devait être 7 pour faire le ménage. Et en fait, on faisait des parties de cache-cache en fait, dans tout le monument. Quand on est dedans, en fait, on s'y perd justement par ce dédale de couloirs, de portes, d'escaliers. Partout où on se trouve, même si on a l'impression que c'est une maison labyrinthique, finalement, on peut rentrer dans n'importe quelle salle de partout où l'on vient. Et c'est ce qui fait toute son originalité, finalement. Vous vous orientez, là c'est la salle du Jean, et là c'est le bureau où on était tout à l'heure. Alors pour moi, le monument, ils sont les épices. Alors, évidemment, Jacques Coeur commerçait les épices. Notamment quand on rentrait dans la grande salle de réception, il y avait une coutume qui voulait qu'on fasse jeter par terre des fruits qui, quand on les écrase, eh bien, dégagent des odeurs, ce qu'on appelait la jonchée. Et donc on arrivait dans une odeur olfactive agréable. Il faut imaginer du cumin, de la bergamote. L'orange, le citron ou ce genre de choses. Présent justement dans les sculptures du monument. Probablement qu'on retrouvait après dans les plats. Et particulièrement le safran. Pourquoi pas? Quoique pour chaque heure, j'aurais plutôt choisi l'or. Alors en arabe, safran, ça veut dire jaune. Il faut imaginer des couleurs aussi donc, extrêmement bariolées. Hein. Toutes les sculptures étaient peintes, par exemple. On est dans la galerie, là où les peintures ont toutes été restaurées. Et puis à la fin de la visite, la dernière galerie, c'est jaune. Et c'est jaune, un beau jaune. Blanche, puisque la pierre est vraiment, pour le coup, blanche. Blanche, moi ça me fait penser à du sucre. Et puis le sucre a plusieurs couleurs. Donc les couleurs du palais Jacques Coeur sont très changeantes suivant le temps. Il est possible que cette pierre ait été choisie spécialement pour mettre en valeur cette effervescence de décor sur les façades. C'est du sucre raffiné. La Renaissance est passée par là. Cette pierre blanche qui se détache d'un ciel bien bleu juste au moment où le jour apparaît. Et ça, là, c'est formidable, quoi. L'hiver, quand il fait bien froid, on ouvre les portes, il n'y a rien, tout est vide. Seulement de la neige au sol avec le pas des petits oiseaux. Et puis voilà, rêver devant la cour, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Une espèce de sas, propice aussi à la méditation, à réfléchir à ces petits problèmes, une espèce de calme, Là, c'est vraiment des moments à soi, des moments de bonheur. Et là, on a le palais que pour soi. Et ça, c'est que du bonheur, voilà. Cet orgueil peut-être de se dire, il est à moi. Enfin, il est à moi. Je l'ai pour moi tout seul. Je peux pas ouvrir. C'est notre patrimoine, c'est notre bien commun à tous. Et puis, on a un devoir de mémoire par rapport à tout ça aussi. C'est important. C'est des lieux qui doivent nous permettre de savoir d'où on vient pour savoir où on va, quoi. C'est des points de repère. Et je crois que son avenir, justement, c'est de le faire vivre avec son époque. J'espère qu'on en sort grandi de ce palais, de cette histoire. Et de se faire, si ce n'est pas par l'histoire justement de Jacques Coeur, de s'en faire sa propre histoire. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Nadine, Franck, Thomas et Caroline, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé leur temps.
Les Monuments sur le divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux, et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.